j'ai été dans plusieurs entreprises, j'ai fini courtier, je me suis attaqué au commercial dans la dernière année. Je me vois bien travailler dans ça. Je me vois bien être un animateur de la communauté. Ce que j'ai toujours aimé dans la vie, c'est voir des gens puis avoir un impact positif dans leur développement personnel. J'ai été supporté par mon père là-dedans. Il m'a donné le plus de conseils qu'il pouvait, mais à cette époque-là, tout ce qu'il me disait, ben, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Puis on est rentré à 12h30, je pense, pour luncher. Puis on est sorti de là à 4h30, quand le serveur est venu nous voir, il nous a dit toc toc, vous recommandez pour souper. On s'est dit, ben, nous, on a un lieu dynamique, créatif, dans lequel les entrepreneurs se sentent bien. Fait qu'on pourrait accueillir les entreprises dans un lieu urbain. Écoute, je pense qu'il faut être têtu. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode des Causeries avec les entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Francis Talbot des entreprises Montréal Cowork. Bonjour Francis. Bonjour Magdalena, ça va bien? Ça va très bien pour toi. Très bien, merci. Premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On se retrouve en plus dans tes locaux, Montréal Cowork. Alors, j'ai envie que tu me parles de tout et de rien en même temps, mais je sais qu'il faut qu'on se focus un peu sur l'entreprise en question, mais aussi un peu ton cheminement en tant qu'entrepreneur. Donc, on va commencer par le début, là. Francis Talbot, c'est qui? Wow, c'est une grande question. Merci de m'accueillir. Écoute, c'est comme un honneur. C'est drôle de se faire interviewer. Écoute, moi, à la base, mon aventure d'entrepreneur, ça a commencé il y a un peu plus de 5 ans et même plus que ça. J'ai eu un père qui est entrepreneur, que vous avez interviewé aussi, qui nous a inculqué ça, nous, les enfants, très jeunes, dans notre ADN, je crois. Et donc, écoute, j'ai voulu faire mon bout de chemin. Je suis arrivé à la fin de mon adolescence, dans mon début de vie de jeune adulte. Puis mon père a lancé mon frère en affaires, il a lancé ma sœur. Puis moi, je suis beaucoup plus jeune, j'ai un écart avec eux. C'est une histoire de famille, là, d'entrepreneur. Exactement, oui. Puis donc là, je voulais un peu, je sais pas, j'avais envie de faire mon bout de chemin à moi à cette époque-là. Je voulais vraiment me dissocier puis montrer que j'étais capable d'y arriver par moi-même. Fait que j'ai commencé, je me suis lancé dans les services financiers à la base comme conseiller en sécurité financière. Je me suis dit, OK, ça va me permettre d'être travailleur autonome, d'avoir une petite entreprise que je vais pouvoir bâtir de mon côté, tu sais. Puis j'ai été supporté par mon père là-dedans. Il m'a donné le plus de conseils qu'il pouvait, mais à cette époque-là, tout ce qu'il me disait, ben, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Puis il n'était pas question que j'écoute ses conseils parce que je pouvais y arriver par moi-même. À ta propre façon aussi. À ma propre façon, OK. ma propre petite sauce. Je vois un peu le genre. Ouais. Mais ça a été bien difficile, puis ça n'a pas été des années particulièrement heureuses pour moi, là. Fait que je vais passer rapidement. Mais j'ai été dans plusieurs entreprises, j'ai fini courtier, je me suis attaqué au commercial dans la dernière année. J'ai eu un coach qui m'a beaucoup accompagné dans ce temps-là. Et finalement, au bout de 5 ans que je suis dans ce domaine-là, il y a peut-être un petit peu plus de 5 ans, j'étais très malheureux. Je me suis rendu compte que là, je voyais plus le bout, puis je savais pas comment j'allais passer à travers ce moment-là. Puis j'ai appelé mon père qui était entrepreneur. Puis écoute, ce qui était un déclic aussi, c'était... J'avais des amis entrepreneurs qui m'appelaient puis qui me demandaient « Tu penses-tu que je peux avoir 5 minutes avec ton père? » Incroyable. Fait que je me suis dit, écoute, peut-être que je suis un peu niaiseux. Peut-être que je devrais l'écouter un peu plus si j'ai du monde autour de moi qui vont chercher ses conseils. Lui, il veut m'en donner, puis je veux pas les prendre. Tu as quelqu'un qui est en mesure de te donner de l'expertise. Il y a des gens qui te demandent d'avoir cette aide-là, d'avoir un moment avec ton père. Ouais. Toi, tu l'as en tout temps, quand tu veux, puis tu n'en avais pas profité. Mais tu as eu ce déclic-là. Fait que, exactement. Écoute, je le dis, je pense que j'étais bien arrogant. J'étais dans mon petit moment de jeune adulte qui veut se prouver. Et donc, mais ça allait pas. Écoute, le matin, je me souviens très, très bien que je m'étendais sur le plancher de cuisine, puis je prenais
petit 5-10 minutes pour moi, puis ça m'arrivait d'avoir quelques larmes, puis de pas être... J'étais pas bien. OK. J'étais vraiment pas très bien. Puis c'est à ce moment-là que j'ai contacté mon père. J'ai dit, écoute, je sais pas trop quoi faire, j'ai des dettes, j'ai des bills, je dois continuer à vivre, puis je sais pas comment je vais faire parce que je suis au bout de mon énergie, puis ça marche pas ce que j'ai commencé. Dans le fond, tu as eu un déclic, mais on pourrait dire plutôt qu'il y a eu une acceptation. Ouais. De dire, là, c'est temps de cogner Ouais. à la porte puis demander de l'aide. Tu pourrais dire ça Exactement. comme ça? Je voulais, c'est ça, je voulais changer de vie. Ça, c'était important. Fait que, il m'a invité à aller luncher avec lui. On est allé dans un restaurant pas loin d'ici, d'ailleurs, je me souviens encore. Puis on est rentré à 12h30, je pense, pour luncher. Puis on est sorti de là à 4h30. Quand le serveur est venu nous voir, il nous a dit Toc toc, vous recommandez pour souper ou. Puis. Fait que non, il a dit non, c'est bon, on va se lever. Mais dans cette journée-là, on avait eu déjà l'occasion de voir plein de choses vraiment intéressantes. C'est un des moments que je vais toujours me souvenir avec mon père, parce qu'il a été exceptionnel dans cette journée-là. Il m'a accueilli, puis il m'a pris exactement comme j'étais. Puis il a pris le temps de me questionner sur qu'est-ce que j'aimais dans la vie, qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce que j'aimais vraiment pas de mon travail actuel. Qu'est-ce que je voulais plus jamais avoir dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais vraiment retrouver. Puis on a fait des listes ensemble comme ça, puis on a discuté. Puis au bout de ce lunch-là, qui a duré jusqu'au souper, il m'a proposé une job dans sa bâtisse de laquelle il était propriétaire. Il m'a dit écoute, j'ai Mario qui gère depuis longtemps la bâtisse, mais il y aurait peut-être besoin d'un petit helper une fois de temps en temps. Fait qu'il dit gars, on va payer tes bills. Il m'a fait un job à 15$ de l'heure. Puis il m'a dit viens travailler au bureau. Fait que ça a été bien le fun de vivre, d'avoir une porte de sortie, de pouvoir passer à d'autres choses. Puis dans ces mois-là qui ont suivi, ben ils m'ont fait travailler un peu dans des trucs pas super le fun, mais en même temps, honnêtement, j'aurais pris n'importe quoi parce que c'était déjà plus fun que ce que je faisais de mes journées d'avant. Puis, écoute, j'ai passé à travers à peu près 10 000 clés du building. Incroyable. Je les ai toutes triées, je les ai toutes classées. J'utilise encore mon système de classement de clés aujourd'hui. Et donc, j'ai fait le ménage des entrepôts de la bâtisse. Ça faisait 30 ans que mon père ramassait du stock qui empilait par-dessus. C'est un collectionneur? Oui, il aime ça, il aime ça ramasser un peu. Non, il est mieux qu'il était. Il s'est amélioré avec les années. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est facile. Tu as un entrepôt de building, puis pourquoi acheter? Tu vas réutiliser à quelque part à un moment donné. Ça peut toujours nous servir. On a toujours cette phrase-là. Ça peut toujours nous servir. Peut-être qu'il y avait 2-3 affaires de moins utiles. En général, écoute, on n'a pas touché. Ah, c'est super. Fait que c'est comme ça que ça a commencé mon intégration dans l'immobilier, dans la gestion de beaux commerciaux. À cette époque-là, il y avait les éditions Bayard. Il y avait un étage, en fait, qui est l'étage de Montréal Cowork, qui était vide dans la bâtisse. Puis, c'était l'ancien siège social de Renaud Bré. Ça faisait quelques mois qu'il avait quitté. Puis, on se demandait qu'est-ce qu'on va faire avec cette patente-là. Puis, mon père est bien visionnaire. Puis, je pense qu'il avait vu quelque chose dans le coworking. Puis, c'était pas mon idée à la base de me lancer là-dedans, encore une fois. Il m'avait... Quand j'étais conseiller en sécurité financière, il m'avait proposé d'aller m'installer dans un espace de coworking chez WeWork. Il m'avait dit « Ça va être bon pour ta business, tu vas voir, tu devrais aller voir c'est quoi. » Puis encore une fois, ben j'écoutais pas les conseils de mon père. Fait que rentré par une oreille, sorti par l'autre, j'étais pas allé. Je savais pas c'était quoi ce bébite-là. Puis à force de travailler pour lui, de le voir tous les jours, à un moment donné, il me dit t'étais-tu allé voir c'était quoi du coworking? Je dis ben non, je n'ai jamais été. Il me dit bon, écoute, embarque dans le char, on s'en va voir WeWork. Fait que ça va visiter WeWork, c'est celui qui est à Montréal, mais plus à Vieux-Port. Place Ville-Marie, surtout OK. à cette époque-là. Maintenant, ils ont 3 géolocalisations. WeWork, c'est vraiment le géant de l'industrie. C'est selon moi, ils ont perdu un peu de l'âme à travers leur développement. C'est multinational, là, c'est immense. Là. Et donc, on s'en va chez WeWork, visite pour la première fois du coworking.
trouve ça bien intéressant. Je dis, écoute, c'est cool, il y a quelque chose derrière ça. Je trouve ça un bon concept, mais pas plus que ça. Reviens au bureau, puis finalement, comme je te dis, il est bien visionnaire, parce on avait un cousin éloigné, ou par alliance plutôt, qui lui, était devenu un ange investisseur. OK. Puis, il avait demandé à ce gars-là de nous faire une étude de marché sur le coworking. Fait que, sans que je sois vraiment au courant, quelques semaines après, il y a François, pour ne pas le nommer, qui vient se présenter au bureau avec son étude de marché, puis il nous présente ça du coworking. Puis là, on a l'étage ici qui est vide. Pendant ce temps-là, il m'avait fait travailler un petit peu sur les éditions Bayard, le contrat des éditions Bayard qui était supposé venir s'installer dans cet étage-là. Ben oui. Finalement, on a perdu le contrat. Mais c'était le fun parce que j'ai commencé à m'impliquer, à voir c'était quoi un bail commercial. Puis, finalement, je fais une histoire courte de tout ça. On a l'étude de marché en main. On commence à regarder et se dit, est-ce qu'on devrait pas ouvrir ça, un coworking? On vient de perdre les éditions Bayard. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet étage-là? Chaque chose arrive pour une raison, comme on se dit. C'est Il y a ça. peut-être une histoire derrière ça. Clairement. Fait que, écoute, je dis, écoute, moi, je me vois pas comme entrepreneur à ce moment-là. En fait, je sais pas qu'on est en train de me construire un projet. Je m'y attends pas vraiment. Je me vois bien travailler dans ça. Je me vois bien être un animateur de la communauté, travailler à la réception. Je suis bon avec les gens. Je pense que c'est un environnement dans lequel je me sentirais bien. Puis à la base, ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé dans la vie, c'est voir des gens puis avoir un impact positif dans leur développement personnel. Totalement. Fait que, de la façon que ce soit grand ou petit, j'en tire beaucoup pour moi-même de voir et de pouvoir donner un coup de pouce à quelqu'un puis de le voir grandir. Fait que ça a commencé comme ça. Commencé à travailler tranquillement sur le projet d'un espace de coworking dans le local dans lequel on est aujourd'hui. Et de fil en aiguille, ça l'a pris d'ampleur. On a continué à travailler. On a dit, OK, il y a un potentiel, le marché de la place, on a les moyens de le faire. Puis, on a lancé un projet tranquillement. Et au bout de quelques mois, en fait, on s'est dit... en fait, il est venu le temps de mettre des positions et des titres aux gens qui allaient travailler dans cette entreprise-là. Puis, à ma grande surprise, écoute, peut-être un peu moins rendu là, on m'a nommé fondateur. Mais je devrais revenir juste un petit peu en arrière. Il y a eu un bon déclic chez moi aussi. Il y avait une convention de coworking qui fait le tour du monde. Puis, elle était à New York dans ce moment-là. Fait que, on a regardé ça. Mon père a dit, si on veut travailler là-dedans, si tu veux travailler là-dedans, mais tu devrais y aller. Fait que, pogné mon pack-sac, je suis parti 3 jours à New York faire une convention de coworking. Puis, ça m'a vraiment fait un gros déclic à l'intérieur de moi. Je me suis ramassé là, assis avec des entrepreneurs, tout en bas de 40 ans, avec des histoires plus folles les unes que les autres, qui avaient parti de rien du tout, puis qui avaient réussi à atteindre à créer des espaces incroyables de coworking. Puis là, tout le monde compte son histoire, puis moi, je suis là à côté, puis je suis ticu, tu sais, j'ai aucune idée de ce que je fais là. Pourtant, tu avais tous les outils pour pouvoir le partir. Ça, maintenant, je le sais, mais à cette époque-là, je le savais pas. OK. J'étais encore un petit peu aveugle à tout ça. Et donc, je me dis, OK, nous, c'est cool, on a un projet, tu sais, puis j'en parle un peu, mais je suis loin d'être le gars qui est parti de rien du tout, qui est allé négocier avec la ville un building abandonné, qui a transformé son building avec pas de moyens, en trouvant des tables puis des chaises dans la rue. Incroyable. Tu sais, mais je reviens avec un bagage incroyable, parce que j'ai pris des notes, puis je prends pas des notes, moi, dans la vie d'habitude, je suis pas bien bon avec ça. Fait que là, je reviens avec ça, puis je me souviens que je m'assois avec eux autres, avec mon père, François, qui me donne un coup de main. Puis là, je leur dis, je pense que je sais ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça marche, un coworking. Là, comme une bonne idée, là. Je commence à savoir où est-ce que je m'en vais.
Fait que c'est là, justement, que j'ai pris un petit peu plus de place dans le projet, de plus en plus. Puis donc, au moment où on est venu, comme je t'ai dit tantôt, à nommer des fonctions, là, c'était rendu un peu plus clair. Puis on m'a donc annoncé que j'étais fondateur de l'espace de Montréal Cowork, que mon père avait fait ça pour moi, puis qu'il allait se retirer éventuellement de ce projet-là. Mais il est particulièrement le bienvenu à travailler sur encore de nombreuses années en collaboration avec moi avant de se retirer. C'est incroyable. Quelle histoire. Donc, Montréal C'est Cowork ça. est né d'une idée de ton père oui. mélangée avec un peu ton expérience dans cette convention où tu es allé, puis ça t'a inspiré d'une certaine façon. Pourtant, les outils étaient là, tu avais l'encadrement nécessaire, mais en même temps, tu t'avais peut-être pas retrouvé tout de suite. C'est quand tu t'es dit, hey, ça me parle. Ça communique avec moi, c'est là que j'ai envie de le développer. C'est à quel moment que cette émotion est venue ou ce déclic est venu exactement? Je pense que c'est vraiment en revenant de la convention. OK. Vraiment, j'avais... À partir de là, j'avais une vision. Je savais où je m'en allais. Incroyable. C'était pas 100% clair. C'est sûr qu'il y a plein de chemins qui bifurquent partout dans ton trajet. Mais je peux dire qu'à partir de là, je savais à peu près où je m'en allais. Selon toi, Francis, Montréal Cowork, on a des espaces de coworking un peu partout. Il y en a, on n'est pas nombreux. Je dis on, je ne sais pas pourquoi je m'inclus. Je me sens... Parce que je vais expliquer pourquoi un peu j'ai toujours on avec Montréal Cowork, c'est que c'est une communauté. Ouais. Puis quand tu arrives ici, on est inclus. C'est pas juste un espace de travail de coworking space, c'est également... été en mesure de créer cette communauté où est-ce que les gens se sentent à leur place, que tu as créé une certaine famille, là, on pourrait dire. Certainement. Donc, c'est pour ça que je dis le on, je l'explique à mes téléspectateurs. Je pense que c'est important de le préciser. Mais ta vision là, de Montréal Cowork, là, c'était quoi exactement? Je veux que tu le communiques. Oui. Écoute, on a réfléchi beaucoup. On fallait qu'on se positionne sur le marché. Il y a des décisions qui sont stratégiques, il y a des décisions qui sont émotionnelles. Tu as tout le temps un mélange des deux. Donc, on se cherchait une niche, comment on allait se différencier des autres espaces de coworking à Montréal, parce que même à cette époque-là, il y en avait déjà une trentaine. Fait que on n'a pas l'impression qu'il y en a tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. Je pense que ça a monté pas loin de 50 là, depuis les années qu'on est là, même un peu plus probablement. Et donc, ta question, c'était... C'était quoi la vision qu'on avait la pour Montréal vision. Cowork? Fait que c'est pour ça que j'arrivais là. C'est que dans notre logo, à la base, on s'est donné la mission d'accueillir des nouveaux arrivants entrepreneurs dans un milieu québécois pour leur offrir la meilleure possibilité de s'intégrer dans le marché. Totalement. Puis, j'ai la chance justement d'avoir une famille entrepreneur, d'avoir un père qui a eu plusieurs entreprises, mon frère, ma sœur. Et avec tous ces gens-là, tu sais, qui ont un réseau d'affaires assez important, on s'est dit, on est bien placé, en fait, pour leur ouvrir des portes. Par contre, ce qu'on ne connaît pas grand-chose, c'est plus le côté immigration, en fait. On n'a pas immigré, on est né au Québec. Fait on est allé chercher. Ce processus-là. Exactement. Fait qu'on on a rencontré quelqu'un qui était un ancien collègue de mon coach, le François, il se connaissait de la première entreprise de François. Et il nous dit, lui, il s'est lancé en affaires. Il y a une entreprise qui s'appelle Immigration à la carte qui va donner des services aux nouveaux arrivants. Fait qu'on l'amène dans le meeting, on le fait, on se rencontre, on aime les valeurs l'un de l'autre, puis il y a un clic, fait qu'on se dit, écoute, on va travailler ensemble. Nous, ça nous donne un sérieux à notre, à notre philosophie. Et en plus, lui, ça lui donne un endroit parce que c'était une plateforme virtuelle, pour devenir une plateforme physique aussi. Puis donc, rassembler tous les spécialistes qui travaillent dans l'immigration à la carte sous un seul toit. Et donc, Montréal Coworking est comme ça. C'est un peu comme ça qu'on peut parler du logo aussi. C'est une mosaïque de couleurs qui représente la diversité de toutes les cultures qui s'assemblent ensemble pour créer de l'innovation, qui est un bouton d'activation. J'adore, j'adore. Quand on rentre chez Montréal Cowork, quel type d'entreprise qu'on trouve? Parce que, veux pas, les espaces de working space, ça peut être
totalement mélangé, mais est-ce qu'on sent que peut-être on a quelque chose un petit peu plus niche qui peut peut-être être différencié également des autres espaces de coworking? Je te répondrais que justement, du fait qu'on s'est plutôt donné la mission d'accompagner des entrepreneurs nouveaux arrivants, ça a créé une diversité dans les types d'entreprises qui sont venues s'installer chez nous aussi. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de coworking qui vont choisir une niche, par exemple, en intelligence artificielle, où ils vont vouloir aller chercher toutes les meilleures de l'intelligence artificielle. D'autres, ça va être des causes sociales. D'autres, ça va être ils vont travailler avec les gens, des développeurs. Notre beauté, je pense, c'est justement de ne pas savoir choisir un de ces aspects-là, mais plutôt donc de choisir les gens. On a choisi les gens, puis les gens nous ont amené une diversité d'entreprises, puis donc on est, je crois, plus riche de ça. C'est incroyable. Merci beaucoup pour le partage, Ça fait Francis. plaisir. Montréal Cowork, maintenant, elle a combien d'années? On va fêter nos 4 ans officiellement en octobre 2022, 21. Ouais, j'ai de la misère Félicitations. avec mes Quatrième années. anniversaire. Oui, 4e anniversaire sous peu. Puis une grosse année avant là, de préparation pour être capable de livrer un tel projet quand même. Là. Grosse année. Puis je te pose la question, puis je vais te dire où est-ce que je veux en venir. C'est un espace de coworking. La pandémie est arrivée. Ça faisait 2 ans à peu près que... Ouais. Qu'est-ce que ça a emmené chez vous? Parce que je crois que, tu sais, on parle souvent de les parties les plus fun, le succès de l'entreprise, mais comme dans tout entrepreneur, comme dans toute entreprise, on a des hauts, des bas, on a des montagnes russes. Comment vous avez vécu la pandémie avec Montréal Cowork? Montréal Cowork s'en est bien tiré. Ça a été plus difficile personnellement pour moi. Je suis bien entouré. Je suis vraiment chanceux. Non seulement tous les gens qui travaillent chez Montréal Cowork sont exceptionnels, plus les uns que les autres. On avait une plus grosse équipe avant la pandémie. On a pratiquement perdu la moitié de l'équipe avec la pandémie. Fait que c'est des plumes qui tombent, puis c'est dommage. Mais je me souviens que quand on a fermé la première semaine, j'étais à terre. Écoute, j'ai appelé mon père, puis j'ai su par après qu'il avait trouvé ça très difficile, lui aussi. Mais sur le coup, quand j'ai eu mon père au téléphone cette journée-là, alors que moi, j'étais en gros breakdown, il était particulièrement solide. Il a pris le rôle qu'il, je crois, savait qu'il devait prendre. De mentor. Ouais. Et il a eu l'air de rien du tout. Tout va bien aller, Francis, inquiète-toi pas. Tu le sais, on a une bonne entreprise, ça fonctionne. Il faut dire qu'on avait eu énormément de succès dans les 2 premières années et demie avant la pandémie. On était en pleine croissance. On avait un gros projet sur la table pour doubler de taille, dont Decathlon était un des joueurs principaux qui nous permettait de créer ce beau projet-là. Et donc, tout ça est tombé à l'eau du jour au lendemain. C'était difficile. Puis, encore une fois, on dirait que pour une première fois, tu sais, je m'étais prouvé, c'était fait, l'entreprise allait bien. Et là, on savait pas, puis peut-être que tout ça allait tomber, puis qu'on allait devoir recommencer. C'était peut-être un moment bien difficile, bien difficile. Surtout personnellement. Après ça, les mois ont passé. Écoute, on a tenu le navire j'ai tenu le navire pendant quelques mois, sans sourciller, je pense, beaucoup. Finalement, au bout de plusieurs mois là, d'échinage, je me suis... Je sais pas si ça se dit, échinage, mais j'ai l'impression que oui. En tout cas. Et j'ai fait appel à mon mentor, qui était François, qui était plus vraiment dans le décor. Il venait beaucoup nous aider dans des moments ponctuels quand je faisais des journées de stratégie avec mon équipe. Oui. Je le rappelais, je lui demandais de venir participer. Je trouvais ça important. Il a beaucoup plus d'expérience que moi quand même. Et je l'ai rappelé, puis j'ai demandé, j'ai dit, écoute, François, j'ai besoin de toi. Viendrais-tu me remplacer à la direction générale pendant quelques semaines, peut-être mois? Je ne me sens plus apte à faire ce travail-là. J'en avais beaucoup dans ma coupe. Puis il est venu, il n'a pas posé de questions, il a dit avec un grand plaisir, Francis. Il s'est présenté, il a repris les rênes de l'entreprise avec une main ferme pendant 2 mois à peu près, 2 mois et demi.
Puis graduellement, quand il a vu que mon niveau d'énergie remontait, naturellement, on s'en est même pas parlé, on n'a même pas eu de meeting. Il m'a redonné les rênes de l'entreprise. Puis c'est vraiment... ça m'a vraiment allégé un fardeau dans lequel je savais pas comment... Où on s'en allait. Où on Est-ce s'en que allait. tu penses que, en tant qu'entrepreneur, il y a des moments où est-ce qu'il est important de prendre un recul puis de se poser les bonnes questions puis de dire, à un moment donné, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je veux faire, de réfléchir. Puis des fois, il y a des gens, on veut tellement être impliqué dans tout ce qui se passe, on a de la misère, surtout quand c'est notre bébé, c'est notre entreprise. Mais selon toi, est-ce que tu donnerais le conseil à un entrepreneur qui vivrait les mêmes émotions que toi à ce moment-ci, de prendre un recul puis de se poser les questions, où est-ce que je dois aller? Et de savoir dire, je dois m'arrêter un peu. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? C'est ce que j'ai fait parce que je sais pas à quel point où en était mon niveau de conscience à ce moment-là de tout ça, mais je savais pertinemment que je n'amènerais pas, que j'étais même Un poids? un poids OK. tu sais, pour l'équipe à ce moment-là parce que je n'étais pas capable de donner le niveau d'énergie que j'aurais dû être capable de leur donner. Je pense qu'on était tous un peu égarés, écoute, personne n'a vécu ça, une pandémie avant. Mais donc, il était temps pour moi de prendre un pas de recul, comme tu viens de le dire, puis de rassurer l'équipe aussi, de dire, gars, ça va, puis on s'en est super bien sortis, overall. Ben oui. Peut-être que si j'avais pas pris ce pas de recul-là, ça aurait été correct aussi. Mais je pense que c'était important. Pour moi, pour l'équipe, ça nous a tous donné un break. Ça a rassuré les membres de l'équipe d'avoir quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi aussi à la tête pendant ces quelques mois-là difficiles. Puis moi, ben, je me suis pas complètement détaché. Je suis pas parti en vacances. Ben oui. J'ai pris toute la division du développement des affaires sur mes épaules. Puis à ce moment-là, ben, ça m'a permis de... J'avais des choses, c'était clair ce que j'avais à faire. C'est le moment de réflexion. C'est ça. C'était le moment de réflexion au niveau stratégie. Où est-ce qu'on veut aller? Comment qu'on peut sortir des sentiers battus? Tu sais, je pense que c'est quelque chose que, dans la vie d'un entrepreneur, qui doit arriver à un moment donné, parce que c'est dans les moments, il y a des entreprises qui se sont générées dans des nouvelles choses, qui ont innové dans des nouveaux aspects, puis c'est là où est-ce que j'aimerais en venir. Je crois que la pandémie a quand même amené des aspects positifs à Montréal Cowork, puis j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Oui. Écoute, plus de négatifs que de positifs overall. Au niveau quand même. innovation, Ouais, là, tu sais, qu'est-ce qu'on a pu ressortir de ça? Ben écoute, il y avait beaucoup de gens qui pendant le début de la pandémie, puis le milieu de la pandémie, là, puis on n'est pas terminé, là, mais dans les 15 mois de pandémie qu'on a vécu, plus que ça maintenant, en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, il faut que tu revoies ton modèle d'affaires, c'est important, viens, on va faire on va refaire ton plan stratégique, on va changer pour s'adapter, la pandémie est là pour rester, toutes les habitudes vont changer. Et j'étais pas tout à fait de cette école de pensée-là, en fait. OK. J'étais plutôt d'avis qu'on avait un modèle d'affaires incroyable qui se tenait et qui ne pouvait pas être viable pendant un moment de pandémie parce qu'on est un lieu de communauté où les gens se rassemblent et pendant que les communautés sont interdites, ben on faisait dur. Mais je savais qu'on n'avait pas à tout changer dans ce modèle d'affaires-là. Et donc, j'ai plutôt opté pour maintenir le cap. Puis on a créé des petits projets sur le côté qui sont plutôt innovants, mais qui ne remplaceront jamais le modèle d'affaires de Montréal Cowork. Initial. Fait que, c'est pour innover, pour revenir à ta question, donc, on a créé des projets comme un studio de podcast. Oui. Donc, tu sais, c'est drôle, mais dans un studio, ben tu peux avoir une distanciation, tu peux filmer, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont impliqués, puis ça te permet de continuer à transmettre, par exemple, à tes clients ou à peu importe ton modèle d'affaires, dans plein de cas, de continuer à transmettre ton savoir et de rester proche, de garder un lien avec ta clientèle, en fait. Donc, c'est une belle avenue pour nous de créer ce studio-là pendant la pandémie. On a aussi décidé de lancer un projet, par exemple, qui, encore aujourd'hui, n'est pas encore tout à fait terminé, mais qui va naître dans les prochaines semaines, au plus tard. Mais donc, un lac à l'épaule urbain. Fait qu'on on a créé des nouvelles offres
on a plutôt rajouté sur le gâteau plutôt que de changer le modèle, Exactement. en fait. Fait que la Calais Pôle urbain, pour te donner juste le topo, c'est, en fait, moi, je fais régulièrement des retraites stratégiques avec mes employés. OK. Au moins 3 fois par année, je les amène, je les sors, on s'en va en chalet et on parle de l'entreprise, de la vision, de où est-ce qu'on veut aller, quelles vont être les prochaines étapes. Puis en même temps, c'est un moment de détente, de team building, Fait que c'est un mélange, c'est une journée fun où est-ce qu'on n'est pas au bureau, on travaille, on grandit, puis on passe du bon temps ensemble. On fait du partage Exact. de connaissances. Mais j'ai frappé plein de difficultés avec ça parce que j'ai des familles qui sont employées chez nous, tu sais. Et donc, papa doit rentrer ce soir à la maison ou maman doit être là à la maison ce soir. Et ça, c'est fatigant parce que tu pars en chalet pour une journée puis on revient le lendemain matin. C'est pas si compliqué que ça. Mais ça brise un peu le vibe. Il manque un petit quelque chose. On aurait aimé ça rester ensemble puis passer. Puis il y en a qui donc quittaient tout de suite après la journée de travail à 5 heures. Puis c'est correct. Mais ça nous a donné l'idée de se dire, pour ces entreprises-là, que c'est compliqué, puis écoute, il faut louer le chalet, il faut amener tout le monde, il faut arriver à les amener jusque là-bas. C'est pas évident. Fait Totalement. on s'est dit, peut-être qu'on peut rendre ça plus évident pour certaines entreprises qui n'ont pas la possibilité de sortir de Montréal puis qui n'ont pas l'énergie d'organiser tout ça. C'est pas leur modèle d'affaires. On s'est dit, nous, on a un lieu dynamique, créatif, dans lequel les entrepreneurs se sentent bien. Fait qu'on pourrait accueillir les entreprises dans un lieu urbain. On s'occupe de tout. On a les coachs, on s'occupe du planning stratégique qu'il va y avoir dans la journée. On s'occupe de les divertir. On a un barbecue, on fait la bouffe, on s'occupe d'un petit 5 à 7 à la fin de la journée s'il faut. Et on est en milieu urbain, donc tout le monde peut rentrer à la maison le soir puis revenir pour la deuxième journée si on a besoin. Ah, c'est super. Fait que c'est ça. C'est plein de petites offres innovantes qu'on rajoute sur le gâteau, mais qui ne changent pas notre modèle d'affaires, tu sais. Tantôt, tu as dit quelque chose de vraiment intéressant, Francis, puis j'ai envie de retourner un petit peu, pas que je veux remuer le couteau dans la plaie, mais Vas-y donc. tantôt, tu as dit que les gens sont venus un peu avec des nouvelles stratégies, des nouveaux modèles d'affaires. Puis toi, tu as maintenu ton point. En tant qu'entrepreneur, quand on voit que les choses commencent à vraiment changer, qu'on vit dans une nouvelle ère, comment on fait pour maintenir notre positionnement sur une vision précise que tu as quand tu as beaucoup de collaborateurs de l'externe ou de l'interne qui vont venir avec des nouveaux modèles stratégiques selon eux, qui vont différer ou qui vont embellir un peu l'entreprise. Comment on fait pour maintenir son positionnement dans ces moments-là en tant qu'entrepreneur? Bonne question. Faut être têtu. Faut être têtu, puis faut beaucoup croire. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Oui. Faut entendre, il faut écouter les gens qui amènent les idées. Je suis toujours là pour... je pense vraiment pas que j'ai la vérité absolue. Mais il y a certains points, certains moments où il faut être têtu, puis il faut savoir, il faut s'écouter à l'intérieur. Puis je pense surtout, écoute, ça vient pas naturellement, mais il y a un instinct qui se bâtit aussi. Puis quand tu crois beaucoup, beaucoup à ce que tu fais, j'ai eu la chance à ce moment-là, pendant la pandémie, c'était déjà, je pense qu'on avait réussi à prouver notre point, que ce qu'on faisait, c'était bon, puis ça fonctionnait. Donc, j'avais une certaine confiance en moi. C'était plus facile de peut-être mettre des barrières à Tu dirais que la confiance, ça serait un élément important pour maintenir son positionnement, c'est de croire en son produit. C'est plutôt de croire en son produit, à l'entreprise en question. Tu sais, la culture, parce que quand tu parles de Montréal Cowork, la communauté, on parle d'une culture d'entreprise, on parle de la mission également de l'entreprise. Si je te poserais la question en peut-être 3 mots, c'est trop court, la culture et la mission d'entreprise Montréal Cowork, c'est quoi exactement? Tu sais, je pense que c'est différent, puis en même temps, c'est la même chose. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Que moi, ma mission personnelle, puis celle de l'entreprise. Fait qu'ils sont différentes. Tu sais, je pense que la mission de Montréal Cowork, c'est accompagner les entrepreneurs nouveaux arrivants et les mélanger dans un système québécois pour qu'ils puissent réussir au mieux de ce qu'ils sont capables d'amener, en fait. Totalement. Créer de l'innovation à travers le mélange des cultures, simplement. Mais la mienne, personnellement, doit être complètement liée à celle de l'entreprise, sinon il y a un clash.
Oui. Comme je te l'ai mentionné tantôt, moi, ma mission personnelle, c'est de pouvoir avoir un impact positif dans la vie des gens et d'avoir la possibilité de les aider à se développer personnellement. Et donc, c'est lié. Tu sais, il y a un lien Oui. direct. Puis, au final, Montréal Cowork devient un outil pour moi qui me permet d'être une personne ressource et de pouvoir, quand on me le demande, donner mon avis et pouvoir peut-être avoir un impact positif, simplement, dans la vie de certaines personnes, qu'ils veulent bien ou non. C'est super. Et où tu vois Montréal Cowork dans, disons, les 5 prochaines années? Ah! La grande question. C'est bien, c'est une excellente question. Écoute, c'est peut-être pas un bon moment pour me la poser parce que c'est mélangeant tout ça. En sortant de la pandémie, j'ai toujours été très... je cherchais quand même le prestige pour Montréal Cowork. Oui. Et je la voyais grandir. Puis il faut dire qu'on l'a vécu, ce succès-là. Puis ça te donne envie d'en avoir tout le temps plus. Oui. Parce qu'on a commencé, on avait 4 phases pour ouvrir l'espace. Finalement, on l'a ouvert en 2 phases. Dès qu'on ouvrait une phase, la prochaine partie était déjà louée. Fait que tu te dis, OK, je viens juste d'ouvrir une section, elle est déjà toute louée. On part les travaux pour la prochaine. On niaise pas, puis on enclenche, on suit. Et donc, ça a toujours été ça. Puis je pense que la pandémie a du positif. Il y a un point que j'ai oublié tantôt dans ta question, mais tu as raison. Parce qu'on était supposé doubler de taille, comme je t'ai dit. Et l'équipe était à bout de souffle. T'sais, on était tous épuisés. Ça faisait 2 ans et demi qu'on courait le cheval, la langue à terre. Continue. Puis écoute, ça nous a donné un break, la pandémie. Ça nous a donné un break. On a tout pu ralentir. Puis aujourd'hui, je suis plus chicken, je pense, que je l'étais avant la pandémie. J'en voulais tout le temps plus. Avant, j'étais là, let's go, un prochain développement. Et ben là, en ce moment, je suis plutôt dans un moment où je l'ai trouvé rough, la pandémie. J'aurais aimé être mieux préparé. Puis là, ben l'entreprise va bien. Et donc, je cherche un peu moins la croissance fulgurante depuis. Donc, pour les 5 prochaines années, maintenant qu'on a expliqué tout ça, puis surtout que tu m'as demandé 3 mots. 3 mots, ça peut être plus, mais tu sais, comme tu as dit, je sais que tu es une personne visionnaire. J'aimerais savoir où est-ce que tu vois Montréal Cowork, parce que ça peut être juste une idée, ça peut être un rêve, mais en même temps, je suis sûre que tu as une idée précise, peut-être pas si précis que ça, mais tu as des idées pour Cowork. Oui. C'est quoi que ça te dirait dans 5 ans? Là, si je ferme mes yeux, puis ou si moi, j'aurais une baguette magique, OK? Une baguette là, qui dirait ça peut se réaliser, c'est quoi que tu voudrais pour Montréal Cowork? On aurait probablement Mexico Cowork. OK. Mexico Cowork, j'aime ça. Ouais, dans la chaleur, en tout temps. Au bord de l'eau? Clairement. Non, mais il y a plein d'idées. Tu sais, j'en ai des dizaines d'idées. Je pourrais te parler aussi du bateau de croisière Cowork ou du... Tu sais, il y a plein de... Je pense qu'avec les travailleurs nomades maintenant, il y a plein d'endroits qui sont intéressants à ouvrir. Puis WeWork, tu l'a fait en ayant sa toile d'araignée qui ont tendu à travers le monde très, très vite. Et donc, je pense qu'on pourrait... On ne veut pas suivre cette image-là parce qu'encore une fois, ils ont perdu, ils se sont dénaturés avec cette expansion-là qui est beaucoup trop grande. Mais donc, je vois certainement d'autres endroits, d'autres localisations, mais je suis un peu plus chicken que je l'étais, comme je t'ai dit. Je suis patient. 5 ans, c'est peut-être un peu court, mais c'est sûr qu'on va voir d'autres lieux et que Montréal Cowork, tel qu'il est aujourd'hui, va continuer à prendre de l'espace puis à grandir dans ses limitations de ce qu'il peut être sur la rue Saint-Denis. Totalement. Montréal Cowork, c'est des espaces de coworking, je le répète et je me répète sans cesse, mais ce n'est pas juste ça. Non. Et j'aimerais que tu m'en parles parce que, comme j'ai dit, c'est une communauté, mais elle offre d'autres choses. Puis c'est ça qui fait aussi sa petite touche magique. Puis je veux que tu en parles, je t'ai pas entendu là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Écoute, non, mais Montréal Cowork, c'est cool. C'est comme un village. Oui. J'aime beaucoup cette vision-là.
C'est un village, c'est un espace dans lequel il y a plein d'entreprises qui s'unissent puis qui se disent OK, ben en fait, on comprend que nous, notre spécialité, c'est faire du marketing digital, faire des formations. Tu sais, il y a plein d'entreprises différentes et ils se rendent compte que ben, leur force, c'est peut-être pas de créer une ambiance de travail dynamique et intéressante pour tout le monde, alors que nous, on est capable de le faire. Fait que chacun nos forces. Et donc, quand tu connais dans un village le garagiste du coin de la rue, pour donner un mauvais exemple d'un cowork, bien, clairement, tu vas pas aller 3 villages plus loin pour faire réparer ton auto. Tu sais, à moins De que t'aimes créer cette vraiment pas ce communauté gars-là. réseau, là, en plus. Exact. Fait que c'est tous des gens qui s'entraident, qui vivent la même réalité, Ouais. qui... C'est ça. Écoute, je n'ai pas besoin d'en déblatérer bien plus là-dessus. C'est un endroit d'échange, puis écoute, je veux pas rentrer dans ça non plus, mais il y a beaucoup... La religion est moins présente qu'elle l'était dans le passé. Puis c'était un endroit, pour la religion, c'est un endroit de communauté, énormément. Et donc, ben, je veux pas avoir l'arrogance de dire qu'on remplace, mais on est une des solutions à la communauté, à retrouver de la communauté pour les gens qui sont moins croyants, par exemple. Fait que ça a cette beauté-là. Tu sais, on va faire venir un barbier sur place, on va faire venir Dr. Gunny qui vient avec sa machine à coudre une fois par mois. Tu as des morceaux de linge à faire réparer, elle est dans le lounge, tu déposes ton morceau de linge le matin, Incroyable. le soir, tu repars avec, il est réparé. T'as pas le temps de te faire couper les cheveux, on a le temps de te faire couper les cheveux ici. T'as envie de rire? Qu'est-ce qu'on veut quand on a envie de rire chez Montréal Ben, on Cowork? fait des shows d'humour le mardi. Écoute, hein, moi, ça me parle. J'aime rire, les shows d'humour. Parle-moi un petit peu, c'est quoi, comment c'est venu cette idée-là des shows d'humour? Parce que je pense qu'en temps de pandémie, intéressant comme on histoire. a besoin de rire. Comme tu l'as dit, ça a été difficile pour tout le monde. C'est une innovation qui est venue, là. Et c'est une idée qui est venue, c'est pas parti de nulle part. Donc, parle-en un petit peu. Je veux en savoir plus. J'ai toujours été... j'ai toujours beaucoup d'attrait pour le domaine de l'humour. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon père, à travers toutes ses entreprises, a été aussi sur plein de conseils d'administration. Et entre autres, il a été sur le conseil d'administration de la salle André-Mathieu à Laval, qui est une des très grosses salles de spectacle. Ce qui nous a permis, nous, les enfants et la famille, d'avoir beaucoup d'occasions d'aller voir des spectacles. Et donc, très, très jeune, j'ai été baigné dans les spectacles d'humour. J'en ai vu beaucoup, ça m'a donné une piqûre. Et je voulais me toucher à ce domaine-là. Fait qu'on avait lancé avant la pandémie des spectacles d'humour avec les jeunes de la relève parce qu'on en avait rencontré, puis il y avait besoin d'un endroit pour se présenter, se faire des petits spectacles. Et donc, on avait lancé ça marchait bien, c'était cool. Mais là, je dois dire que pendant la pandémie, on est passé au prochain niveau. Mais par hasard, parce que il y a un humoriste qui est Ben Lefebvre, qui est très, très bon, qui est rendu un ami à moi. Je vais jouer au golf avec lui demain. Et qui vient par ici, vient dans l'espace pour se trouver un endroit pour travailler, simplement. Fait que rentre ici, fait une visite, même pas moi qui l'accueille. Finalement, je le croise dans un corridor éventuellement, parle un peu avec, on s'entend bien, ça commence de même. Et au bout de quelques semaines, il me voit arriver avec un barbecue, parce que je m'étais dit, on a juste la terrasse, on va s'acheter un barbecue, on va pouvoir faire des petits événements restreints, mais au moins, on va donner un peu de vie dans l'espace. Fait que je m'arrive avec mon gros barbecue dans une grosse boîte, puis je passe devant lui dans l'air ouverte, puis je m'en vais à côté de la terrasse pour monter le barbecue pour l'amener dehors après. Puis il me voit passer, puis il pouffe de rire, tu sais, puis il me trouve bien drôle, puis il me dit « Ah ouais, tu t'en vas monter un barbecue gros de même, toi, tout ça? » Je dis « Ben, j'ai pas le choix. J'ai un événement demain, écoute, je dois livrer mon barbecue à soir. » Fait qu'il rit de moi pendant comme 2-3 minutes, de loin. Puis finalement, écoute, j'étais même pas capable de soulever le panneau du dessus du barbecue. C'était un gros barbecue, c'était un 8 grill, là, OK? Oh, wow. Ça ne niaise pas, là. Fait que il se lève sans me voir, il me dit « Écoute, Francis, moi t'aider là, parce que tu n'y arriveras jamais tout seul. » Fait qu'on a eu bien du fun. On a monté le barbecue à ce moment-là, ensemble, pendant toute une soirée. On a rigolé, on s'est trompé, on a recommencé. Ça a fini avec un beau barbecue. Et finalement, on monte le barbecue sur la terrasse quand il est terminé. Et il voit la terrasse, puis il me dit « Ben écoute, ça fait 1 mois que je suis client chez vous. » Il dit « Je suis pas encore sorti de sa terrasse. » Il dit « Wow! » Il dit « Sais-tu qu'on peut monter un vrai spectacle d'humour ici? » Parce que surtout à ce moment-là, les cartes étaient alignées, on est dans la pandémie
Et on ne peut pas faire de spectacle à l'intérieur. Mais on peut le faire dehors, puis on a une terrasse privée. Donc, alors que quand ils se produisaient, par exemple, dans un parc, bien, ils ne peuvent pas contrôler les billets. Fait que c'est difficile pour les humoristes. Ça a été une période très, très difficile. Totalement. Et donc, il me dit, hey, on peut monter un show. Fait que j'ai dit, ben, let's go. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Coproducteurs tous les deux de ce spectacle-là. J'aurais pas pu le faire sans lui, il aurait pas pu le faire sans moi. Incroyable. Puis aujourd'hui, ben, on a un super spectacle tous les mardis soirs. Vous êtes les bienvenus à venir. Ah, c'est super, c'est super. Merci beaucoup, Francis. Et pour un peu conclure, aller vers la fin, j'ai 2 questions pour toi. Allons-y. Alors, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur? Écoute ton père. Pas la mère, le père, Non, seulement? non, écoute ta mère, surtout OK, ta mère. Oui, hein, mais... Comme mon père m'a toujours dit, écoute ta mère quand ton père te parle. C'est incroyable. Si je suis ça un peu plus sérieusement, peut-être. Écoute, je pense qu'il faut être têtu, puis il faut croire en notre projet. Pas trop croire, tu sais, être à l'écoute, Oui. parce qu'il faut pas se fermer aux autres, mais y croire un peu, c'est toujours. Ça fait la différence. Ouais, ça fait la différence. Francis, il y a beaucoup de choses qu'on a quand même que tu as beaucoup partagé tantôt, puis c'était très... moi, ça m'a beaucoup touchée, honnêtement. Un peu aussi l'espace quand tu m'as dit que tu étais couché sur ton plancher, puis tu étais en mode... J'étais pas heureux dans ce que je faisais. Je travaillais pour quelqu'un d'autre. Là, tu as eu finalement un déclic. On va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est souvent une solution pour beaucoup de personnes qui vivent des difficultés professionnelles, qui vont se dire, à un moment donné, je suis peut-être pas faite pour travailler pour les autres, je vais aller partir ma business, je vais réussir, je vais y arriver, parce que souvent, on associe l'entrepreneuriat au succès. Et de la meilleure façon de atteindre nos rêves, nos objectifs, que ce soit financier, que ce soit de dire, si tu veux vraiment aller on the top, là, il faut que tu partes ta business. Il ne faut pas que tu travailles pour les autres. Moi, je me suis souvent fait dire ça. Mais en même temps, c'est pas fait pour tout le monde, puis ça prend certaines caractéristiques, ça prend certaines capacités. Il faut savoir aussi quand s'arrêter, prendre un recul, prendre l'élan, un peu comme tu nous as expliqué tantôt. J'aimerais que tu me parles un peu, que tu me dises peut-être, ça serait quoi les éléments à prendre en considération quand on s'en va dans l'entrepreneuriat, parce que c'est pas seulement des journées remplies de soleil, il y a des journées nuageuses aussi. Ouais. Ça serait quoi les éléments à prendre en considération? Comment s'en sortir? Parce que des fois, il n'y a pas toujours une porte de sortie à toute solution. On va se le dire dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'il faut qu'on dise, je pense que je dois m'arrêter, peut-être que c'est pas fait pour moi? Ça serait quoi en général, là, selon toi? C'est une excellente question. C'est pas facile. Écoute, je pense que faut accepter de se faire aider. Personne n'a jamais rien fait tout seul, n'a parti tout seul. Totalement. Ça prend d'autres gens qui sont là, qui t'aident. Moi, je me fais suivre par... J'ai mon coach professionnel qui va, à l'occasion, oui, je vais échanger avec lui sur des difficultés personnelles que j'ai, personnelles ou professionnelles, mais j'ai aussi 2 autres coachs professionnels qui font juste être là comme des genres de psychologues, tu sais. Où est-ce que carrément, ben là, je fais des one-on-one avec eux, puis je vais pouvoir partager des difficultés, des façons dont je me suis senti, où j'ai réagi dans une situation que j'aurais pas voulu réagir comme ça. Puis écoute, il y en a des situations comme ça, là. Combien de journées dans les 4 dernières années, j'aurais tendu mon trousseau de clés à n'importe qui passait, puis j'aurais dit, t'en veux des problèmes? Tiens, est à toi la business. Tu sais? Fait que c'est là, c'est sur la table, il faut en parler. Mais quand t'en parles, justement, ben, tu libères une grosse pression. Oui. Un des bons exemples que j'aurais pour toi pendant la pandémie, on a tous trouvé ça difficile, puis moi le premier, puis j'ai l'humilité de l'accepter. Et donc, je me suis dit, si moi, je l'ai vécu tout croche, mes employés l'ont certainement vécu tout croche aussi, qu'ils veulent le dire ou non. Puis donc, j'ai fait appel à des ergothérapeutes qui sont venus pendant 8 sessions, 8 séances, parler d'une demi-journée presque, parler avec l'équipe,
exprimer, qu'ils puissent avoir, eux, l'occasion d'exprimer des difficultés qu'ils ont vécues, des changements qu'ils ont vécus pendant la pandémie. Et je pense que ça a fait un grand bien à tout le monde, tu sais, de réaliser qu'on n'est pas... On a tous vécu des choses difficiles. Et de pouvoir grandir de ça, puis se préparer à un retour au bureau. Je pense que ça l'a énormément aidé. J'ai fait ça avant le premier déconfinement. Là. Oui. Fait que je savais que l'équipe allait devoir revenir, qu'elle allait devoir être en force, qu'elle allait devoir être réveillée, qu'ils ne pouvaient plus être dans leur petit bobo de la maison. Fait qu'on a préparé ça, puis maintenant, je pense que on a vraiment un allègement des mesures avec les vaccins. Clairement, en ce moment, ils sont à leur pic. Toute la gang, ils sont tous super en forme. Puis je veux pas me donner le mérite, mais je veux plutôt dire, hey, si on n'avait pas fait ça, je sais pas dans quel état toute la gang serait. Totalement. C'est de prévenir avant. Oui, prévenir avant de guérir, clairement. Fait qu'accepter qu'on est des humains, qu'on a des faiblesses, consulter, en parler, puis pas rester dans ces malaises-là, dans ces moments-là difficiles. Merci beaucoup. Puis ça m'emmène, juste pour conclure, par rapport à cet aspect, cet élément-là, penses-tu que ça prend absolument un mentor pour être dans l'entrepreneuriat? Parce que j'écoute un peu, je vous ai écouté, j'ai eu la chance d'interviewer également là, votre père. J'ai l'impression que dans les entrevues que j'ai eu la chance de faire, ça prend un mentor, ça prend quand même quelqu'un pour t'encadrer, puis une porte où aller cogner quand on a des moments plus difficiles. Oui. Écoute, j'ai claqué la porte, pour reprendre ton expression, de mon père bien des fois, malheureusement, parce que travailler avec la famille, c'est pas toujours évident non plus. On se connaît par cœur. Mais je me serais jamais passé de lui. Je me serais jamais passé de mon coach François. Puis je recommande à tout le monde d'être suffisamment humble. Puis je comprends le sentiment de vouloir se prouver. Oui. Puis de se démarquer, puis de dire non, mais Chris, c'est quand même moi qui l'ai fait, excusez-moi. Oui. Mais personne ne bâtit rien tout seul. Totalement. Être accompagné, c'est mieux. Totalement. Comme on dit, la belle expression qui dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est une très belle expression. Je l'aime beaucoup, cette expression-là. Ça m'emmène à l'aspect du mentor. Je pense qu'elle est très important au niveau entrepreneuriat. Ouais. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi. As-tu eu l'occasion de goûter le vin blanc? Oui. Comment tu trouves? Hein? Écoute, il y a un petit goût de pomme. Il est intéressant. Il est proche du cidre un peu, j'ai l'impression. Je le trouve très intéressant. Puis je suis pas un grand amateur de blanc en général. Mais clairement, je vais goûter avec une bouteille au complet. Totalement. Partager, c'est le Open Chardonnay. C'est un vin d'ici, québécois. Donc, c'est la première fois que je le goûte, moi aussi, puis je le trouve très intéressant, honnêtement. Là. Pas acide. Oui. J'ai beaucoup de difficultés avec les vins acides, justement. Il y a un petit peu sucré, acide, un mélange des deux avec un peu de... C'est fruité. C'est tiré vers le fruité, mais très intéressant. Un peu sucré. Donc, vraiment, merci beaucoup, Francis, pour cette entrevue. Merci à toi. Puis, je suis contente pour Montréal Cowork. Je suis contente également là, de travailler avec vous. Montréal Cowork, comme vous le savez, c'est nos sponsors principaux des causeries avec les entrepreneurs d'ici. Alors, on est dans leurs espaces en ce moment. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye-bye.